Pouvez-vous imaginer ce que c'est de voir votre propre fille offrir un collier de perles à sa belle-mère pendant que vous ne recevez qu'une serpillière jetée à votre visage? C'est exactement ce qui m'est arrivé ce jour des mères à Lyon, et cette humiliation allait changer ma vie pour toujours. Je m'appelle Solange, j'ai 70 ans, et pendant des décennies j'ai vécu dans cette maison que j'ai construite avec mon défunt mari Henri. Après sa mort, il y a 5 ans, ma fille Isabelle a emménagé ici avec son mari Antoine et mes 2 petits-fils jumeaux, Pierre et Paul, alors âgés de 8 ans. Ce qui aurait dû être une bénédiction est devenu mon cauchemar personnel. Ce matin de mai, le soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle que j'avais brodés moi-même des décennies auparavant. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air pendant que je finissais de dresser la table du petit déjeuner. Comme toujours, je me suis levée à 5 heures du matin pour tout préparer avant que la famille ne descende. « Grand-mère » crièrent les jumeaux en descendant les escaliers en courant, encore en pyjama. Mon cœur s'est réchauffé momentanément en les voyant. « Bonne fête des mères !»« Merci, mes petits » ai-je répondu, les serrant affectueusement dans mes bras. Au moins eux se souvenaient encore que j'existais. Isabelle est descendue peu après, portant une élégante robe bleu marine que j'avais achetée pour elle le mois précédent. Elle a à peine regardé dans ma direction tout en vérifiant son téléphone portable. « Maman, pourrais-tu faire plus de café ? » « La mère d'Antoine vient déjeuner avec nous aujourd'hui, » dit-elle sans lever les yeux de l'écran. J'ai senti un serrement dans la poitrine. Madame Dubois, la belle-mère de ma fille, me traitait toujours comme si j'étais une étrangère dans ma propre maison. Mais c'était le jour des mères, peut-être que les choses seraient différentes aujourd'hui. Bien sûr, ma chérie. Y a-t-il quelque chose de spécial que tu aimerais que je prépare, ai-je demandé, espérant qu'elle remarquerait mon effort. Je ne sais pas, tu te débrouilles toujours, a-t-elle répondu avec indifférence, sortant de la cuisine pour aller réveiller Antoine. Les heures ont passé dans une course effrénée. J'ai nettoyé toute la maison, préparé un déjeuner spécial avec du coq au vin, la recette préférée de la famille, et dressé la table avec notre plus belle porcelaine. Mes genoux me faisaient mal, mon dos protestait, mais je voulais que tout soit parfait. À midi, la sonnette a retenti. Madame Dubois est entrée comme si elle était la propriétaire de la maison, portant un manteau de fourrure qui coûtait plus que ma pension de 6 mois. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement arrangés au salon le plus cher de Lyon. « Bonjour, Solange » dit-elle avec un sourire faux, me tendant la main comme si j'étais une employée. Comme toujours, la maison est convenable. J'ai avalé l'insulte et souri. « Bonjour, Madame Dubois. Soyez la bienvenue. » Pendant le déjeuner, j'ai été traitée comme une domestique. Je me levais pour chercher de l'eau, pour réchauffer le pain, pour servir plus de vin. Personne ne m'incluait dans la conversation. Ils parlaient de voyages que je ne pourrais jamais me permettre, de restaurants que je ne connaîtrais jamais, et de projets dont je ne ferais jamais partie. Puis est venu le moment des cadeaux. « Maman Dubois, » dit Isabelle avec un sourire radieux, « j'ai quelque chose de spécial pour vous. » Mon cœur s'est accéléré. Enfin ma fille allait faire quelque chose de beau pour moi aussi. Isabelle est sortie de la pièce et est revenue avec une petite boîte bleue de chez Tiffany. Madame Dubois l'a ouverte avec un soin théâtral, révélant un collier de perles véritable qui brillait sous la lumière du lustre. « Oh, ma chérie! Il est magnifique !» s'exclama-t-elle, permettant à Isabelle de mettre le collier autour de son cou. « Tu es une fille si attentionnée. » J'ai attendu. J'ai regardé ma fille en attendant mon cadeau, mon moment de reconnaissance. Mais elle s'est simplement rassise, satisfaite des compliments de sa belle-mère. « Et pour moi ?» ai-je demandé doucement, sentant les larmes menacées de jaillir. Isabelle m'a regardé comme si elle avait complètement oublié mon existence. « Ah, oui. Antoine, peux-tu prendre ça là-bas ?» Antoine s'est levé et a pris une vieille serpillière de la cuisine, me la jetant avec mépris. « Voilà, belle-mère. Joyeuse fête des mères. » La serpillière est tombée sur mes genoux, mouillée et puante. Le silence dans la pièce était assourdissant. Madame Dubois a ri fort, couvrant sa bouche avec sa main gantée. «
Quel cadeau, approprié, dit-elle entre des rires cruels. J'ai senti mon monde s'effondrer. Les larmes ont coulé sur mon visage pendant que je tenais cet objet dégradant. Ma propre fille m'avait humilié le jour des mères, dans ma propre maison, devant une femme qui me méprisait déjà. C'est ce que je vaux pour vous, ai-je murmuré, ma voix tremblante. 5 ans à m'occuper de cette famille, de cette maison, de ces garçons, et vous me donnez une serpillière usagée. Maman, ne sois pas dramatique, dit Isabelle, clairement irritée que j'ai gâché son moment parfait. Tu aimes nettoyer de toute façon. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Je me suis levée lentement, tenant la serpillière dans mes mains tremblantes. Vous avez raison, ai-je dit, surprenant tout le monde par mon calme soudain. J'aime vraiment nettoyer. Et c'est exactement ce que je vais faire. Mais ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Moi, Solange, j'ai pris une décision que personne n'attendait. Si vous voulez découvrir comment une simple femme de 70 ans a réussi à retourner la situation et à donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais, restez avec moi. Parce que cette histoire ne fait que commencer, et ce qui va suivre va vous laisser sans voix. 3 jours après cette humiliante fête des mères, je me suis réveillée avant l'aube avec une clarté que je ne ressentais pas depuis des années. La pluie battait doucement contre les fenêtres de ma maison à Lyon, et pour la première fois en 5 ans, ce bruit ne m'a pas rempli de mélancolie, mais de détermination. J'avais passé ces 3 nuits blanches, revivant chaque moment de cette humiliation. Le rire cruel de Madame Dubois résonnait dans mon esprit, l'indifférence d'Isabelle me coupait comme une lame, et cette serpillière puante semblait encore brûler dans mes mains. Mais c'est dans la 3e nuit, quand je me suis levée pour boire un verre d'eau, que tout a changé. Je suis passée par le salon dans l'obscurité et j'ai vu, oubliée sur la table basse, la petite boîte bleue de Tiffany où avait été le collier de perles. Vide maintenant, elle brillait sous le clair de lune qui entrait par la fenêtre. À côté d'elle, ironiquement, se trouvait la serpillière que j'avais gardée, pas par sentimentalisme, mais comme preuve de ma propre humiliation. À ce moment-là, quelque chose s'est rompu en moi. Ce n'était pas seulement de la colère ou de la tristesse, c'était une lucidité froide et tranchante. Pendant 5 ans, j'avais accepté des miettes d'affection tout en offrant des banquets d'amour et de dévouement. Pendant 5 ans, j'avais été invisible dans ma propre maison, traité comme un meuble utile, mais dispensable. Pendant que je préparais mon petit déjeuner seul dans la cuisine silencieuse, je me suis souvenu des paroles de mon Henri avant de mourir. Solange, ma chérie, tu es plus forte que tu ne l'imagines. Ne laisse jamais personne te faire te sentir petite. Henri disait toujours que j'avais une force intérieure que j'ignorais moi-même. Quand il est mort, j'ai pensé que cette force avait été enterrée avec lui. Mais ce matin-là, je l'ai senti se réveiller comme un volcan endormi. Ce matin-là, j'ai décidé d'honorer sa mémoire. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de café fumant et une feuille de papier. J'ai commencé à faire une liste de tout ce que j'avais fait pour cette famille au cours des 5 dernières années, les repas préparés, les vêtements lavés et repassés, la maison nettoyée quotidiennement, les soins aux enfants, les nuits blanches quand ils étaient malades, les devoirs supervisés, les économies que j'avais réalisées en achetant en promotion et en utilisant des coupons. Quand j'ai terminé la liste, elle occupait 2 pages entières. J'ai calculé rapidement, en 5 ans, j'avais économisé à cette famille au moins 100 000 € en travail domestique, garde d'enfants et gestion de la maison. Et qu'ai-je reçu en retour? Une serpillière usagée le jour des mères. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé Maître Rousseau, notre avocat de famille depuis plus de 20 ans. Il s'était occupé du testament d'Henri et connaissait tous les détails légaux de notre propriété. Bonjour, Maître Rousseau. C'est Solange Moreau. J'ai besoin de vous voir aujourd'hui, c'est urgent. Bien sûr, Madame Moreau. 14 heures, cela vous convient? Parfait. J'ai raccroché le téléphone et je suis montée dans ma chambre. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ouvert ma garde-robe et j'ai cherché non pas des vêtements pratiques pour nettoyer la maison, mais quelque chose qui me ferait me sentir puissante. J'ai trouvé mon tailleur bleu marine de chez Chanel, un cadeau d'Henri pour mon 60e anniversaire.
Il disait toujours que cet ensemble me faisait ressembler à une femme d'affaires prospère. J'ai pris un bain prolongé, j'ai coiffé mes cheveux grisonnants avec un soin particulier et je me suis maquillée pour la première fois depuis des semaines. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu non pas une employée fatiguée, mais une femme digne qui avait oublié sa propre valeur. Quand Isabelle est descendue pour le petit déjeuner, elle m'a trouvée vêtue avec élégance, lisant le journal Le Figaro à la table de la cuisine. Je n'avais préparé que mon propre café et mes tartines. « Tu es très élégante aujourd'hui, maman. Tu vas quelque part de spécial ?» demanda-t-elle, regardant la cuisine vide avec confusion. « Où est le petit déjeuner ?» J'ai fait le mien, ai-je répondu calmement, sans lever les yeux du journal. Vous êtes des adultes capables, j'imagine que vous pouvez préparer votre propre petit déjeuner. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé chinois. Mais, tu prépares toujours pour tout le monde ? J'ai toujours préparé. Au passé. Aujourd'hui je vais régler des affaires importantes. Des affaires qui auraient dû être réglées il y a longtemps. Quelles affaires ? Des affaires qui ne concernent que moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu de l'incertitude dans les yeux d'Isabelle. Elle était habituée à ma disponibilité totale, à ma prévisibilité maternelle. Cette nouvelle version de moi la rendait clairement mal à l'aise. Antoine est descendu peu après, bâillant et s'attendant à trouver le café prêt comme toujours. Quand il n'a vu qu'Isabelle mangeant des céréales directement de la boîte, il a froncé les sourcils. « Où est le petit déjeuner ?» « Maman ne l'a pas fait aujourd'hui, » murmura Isabelle, comme si elle partageait un secret terrible. « Pourquoi ?» Ils m'ont regardé avec expectative, comme si je leur devais une explication. J'ai plié le journal calmement et je les ai fixés. Parce que j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, chacun se débrouille tout seul. Mais tu as toujours... Comment ça, Antoine ? J'ai toujours fait beaucoup de choses, l'ai-je interrompu. Elles ne me faisaient pas toutes du bien. Je suis sortie de la cuisine en les laissant avec leurs expressions confuses et je me suis dirigée vers mon petit bureau. Là, j'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et j'ai commencé à chercher des agences immobilières à Nice. J'avais toujours rêvé de vivre près de la mer, loin du gris perpétuel de Lyon. Dans le bureau de Maître Rousseau, j'ai revu tous les documents de la propriété. La maison, le terrain de 800 mètres carrés, le compte bancaire joint qu'Henri et moi avions créé, tout était à mon nom. Henri avait été très prudent avec cela avant de mourir, insistant sur le fait que j'aurais besoin d'une sécurité totale après son départ. Madame Moreau, dit l'avocat, ajustant ses lunettes, légalement, vous avez un droit absolu sur tous ces biens. Si vous désirez faire des changements. Je veux mettre la maison en vente, ai-je dit sans hésiter. Il m'a regardé avec surprise. C'était une propriété précieuse, dans l'un des meilleurs quartiers de Lyon. Vous êtes sûr ? C'est une décision très importante. Votre famille ? Ma famille a oublié que je suis une personne, pas un objet de la maison. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de ma vie. Maître Rousseau m'a étudié pendant un moment. Il me connaissait depuis des décennies, il m'avait vu comme l'épouse dévouée, la mère attentionnée, la grand-mère affectueuse. Mais ce jour-là, je crois qu'il a vu quelque chose de différent. Très bien. Je vais préparer les documents nécessaires. Nous avons signé les papiers pendant qu'il m'expliquait le processus. La maison serait évaluée la semaine suivante par un courtier spécialisé. La valeur estimée initiale était de 450 000 €, une somme qui me donnerait une liberté totale pour recommencer où je voudrais. A-t-il autre chose que je puisse faire pour vous, Madame Moreau ? Oui. Je veux que vous prépariez un document officiel notifiant à ma fille et à son mari qu'ils ont 60 jours pour quitter la propriété après que la vente soit finalisée. C'est nécessaire ? Malheureusement, oui. Je connais ma fille. Elle essaiera de trouver des moyens de prolonger la situation indéfiniment s'il n'y a pas de conséquences légales claires. Je suis rentrée à la maison en fin d'après-midi, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'avais pris le contrôle de ma propre vie pour la première fois depuis la mort d'Henri. J'ai trouvé la famille réunie dans le salon. Madame Dubois était là encore,
installé sur mon canapé favori comme si c'était sa seconde résidence. Il conversait avec animation à propos d'un nouveau restaurant qu'il voulait essayer. Solange, appela Madame Dubois avec son ton condescendant habituel, pourriez-vous nous apporter un peu de ce thé à la camomille? Et peut-être quelques biscuits? Isabelle m'a dit que vous en faites de délicieux. J'ai respiré profondément et j'ai souri. Pas un sourire soumis ou anxieux de plaire, mais un sourire calme et sûr. Bien sûr, Madame Dubois. Ce sera un plaisir. Je suis allée à la cuisine et j'ai préparé le thé dans ma plus belle porcelaine, celle qu'Henri et moi avions achetée lors de notre lune de miel à Limoges. J'ai mis des biscuits faits maison dans le plat à douceur et je suis revenue au salon en portant le plateau avec une élégance que je n'avais pas montrée depuis des années. Voici, ai-je dit, servant chacun avec un soin méticuleux. Profitez-en bien. Quand j'ai fini de servir, je ne suis pas retournée en courant à la cuisine comme je le faisais toujours. Je suis restée debout devant eux, mes mains jointes devant mon corps, attendant. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin, maman? Demanda Isabelle, clairement gênée par ma présence prolongée. En fait, oui. J'ai une annonce importante à faire. Qu'est-ce que c'est maintenant? Soupira Antoine, irrité que sa conversation sur les restaurants soit interrompue. J'ai mis la maison en vente aujourd'hui. Le silence qui a suivi était si absolu que je pouvais entendre le tic-tac de la vieille horloge dans le couloir. Les tasses se sont arrêtées en l'air, les conversations ont cessé, et tous m'ont regardé comme si j'avais annoncé que j'allais déménager sur Mars. Madame Dubois a été la première à réagir, lâchant un rire fort et incrédule. Quelle blague adorable, Solange. Une femme de votre âge vendant une maison de cette ampleur. Ce n'est pas une blague, ai-je répondu calmement. Les papiers ont été signés aujourd'hui avec Maître Rousseau. Isabelle s'est levée brusquement, renversant du thé sur la table basse. Tu as fait quoi? Maman, tu ne peux pas faire ça. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Ma voix est restée calme, mais ferme. Cette maison est entièrement à mon nom, ainsi que tous les biens. Henri y a veillé avant de mourir. Mais... Antoine bégayait, essayant de traiter l'information. Où allons-nous habiter? Et les enfants? Et leur école? Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu avec une tranquillité qui m'a surprise. Vous êtes des adultes capables avec des emplois stables. Je suis sûr que vous trouverez une solution. C'est de la folie, explosa Antoine, devenant rouge de colère. Tu ne peux pas simplement nous jeter à la rue. Je ne vous jette pas à la rue. Je vends ma propriété. Vous aurez suffisamment de temps pour vous organiser. Madame Dubois s'est levée, indignée, son collier de perles se balançant dramatiquement. C'est absurde. Une femme de votre âge ne peut pas simplement se promener en vendant des propriétés. Vous devez penser à la famille. À ce que les gens vont penser. Je l'ai regardé directement, sentant une force intérieure que je ne savais pas posséder encore. Vous avez raison, Madame Dubois. Je dois penser à la famille. Et c'est exactement ce que j'ai fait pendant 3 jours. J'ai fait une pause dramatique, savourant le moment. J'ai pensé à comment j'ai été traité par ma propre famille le jour des mères. J'ai pensé à comment j'ai reçu une serpillière usagée pendant que vous avez reçu des perles de chez Tiffany. J'ai pensé à 5 ans d'être traitée comme une employée domestique dans ma propre maison. Maman. Isabelle a essayé de m'interrompre, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. J'ai pensé à combien de matins je me suis réveillée à 5 heures pour préparer le petit déjeuner à des gens qui ne me saluaient même pas. J'ai pensé à combien de déjeuners dominicaux j'ai cuisiné seule pendant que vous regardiez la télévision. J'ai pensé à combien de nuits je suis restée éveillée à repasser des vêtements pour que vous ayez quelque chose de propre à porter le lendemain. Ma voix a commencé à monter, 5 ans de frustration trouvant enfin une sortie. J'ai pensé à comment vous n'avez jamais demandé si j'étais fatiguée, si j'avais besoin d'aide, si j'avais mes propres rêves. J'ai pensé à comment je suis devenue invisible dans ma propre maison, sauf quand vous aviez besoin de quelque chose. Mais nous sommes reconnaissants. Isabelle a commencé à pleurer,
mais ce n'étaient pas des larmes de repentir, c'étaient des larmes de désespoir financier. Quand avez-vous été reconnaissant, ai-je défié? Quand m'avez-vous traité comme une mère et non comme une employée? Quand m'avez-vous incluse dans les décisions familiales? Quand avez-vous montré que mon opinion importait? Le silence qui a suivi était éloquent. Vous voulez que je pense à la famille, ai-je continué? Alors je vais penser. Je vais penser à créer une nouvelle famille où je serai respecté. Où je serai valorisé. Où je serai vu. Isabelle s'est approchée, essayant une approche différente. Maman, si c'est à propos du cadeau, c'était juste une blague de mauvais goût. Tu sais que nous t'aimons. Une blague, ma voix est montée d'une octave complète. Humilier votre mère le jour des mères devant une étrangère, c'est une blague? La mère d'Antoine n'est pas une étrangère. Pour moi elle l'est. Et après aujourd'hui, vous le serez aussi. La déclaration est tombée comme une bombe nucléaire. Isabelle a pâli, Antoine a commencé à jurer à voix basse, et Madame Dubois s'est levée indignée. C'est ridicule. Antoine, fais quelque chose. Tu es l'homme de cette maison. Antoine m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, une peur réelle. Que puis-je faire? La maison est à son nom. Légalement, elle peut faire ce qu'elle veut. Exactement, ai-je confirmé. Et ce que je veux, c'est me libérer d'une situation qui me rend malheureuse depuis 5 ans. Je suis montée dans ma chambre, les laissant discuter férocement dans le salon. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment libre. Il n'y avait plus besoin de plaire, de céder, de me sacrifier pour des gens qui ne valorisaient pas mes sacrifices. J'ai ouvert mon vieil ordinateur portable et j'ai continué à chercher des appartements à Nice. J'ai trouvé un bel appartement de 2 chambres avec vue sur la baie des Anges, dans un quartier tranquille près du centre. Le prix était juste, et avec l'argent de la vente de la maison, j'aurais encore une réserve confortable pour bien vivre les prochaines années. J'ai appelé l'agence immobilière et j'ai pris rendez-vous pour une visite la semaine suivante. L'employé était très sympathique et m'a expliqué tous les détails sur le déménagement dans la région. Quand je suis descendue pour le dîner, j'ai trouvé la famille réunie autour de la table à manger, notre table à manger avec des expressions sombres. Isabelle avait préparé un dîner simple, quelque chose qu'elle ne faisait pas depuis des années. Solange, dit Antoine, essayant de paraître autoritaire, nous devons parler en adulte. Tu ne peux pas simplement nous expulser de chez nous. Je me suis assise calmement en bout de table, à la place qui avait toujours été la mienne, mais qui semblait maintenant avoir un poids différent. Je ne vous expulse pas, ai-je corrigé patiemment. Je vends ma propriété. Il y a une différence légale et morale significative entre ces 2 actions. Mais tu sais que nous n'avons pas l'argent pour acheter une maison comme ça sur le coup, protesta Isabelle. Et je savais que je n'avais plus l'énergie d'être traitée comme une employée dans ma propre maison. Parfois la vie nous présente des défis que nous devons affronter. C'est de la vengeance, accusa Antoine. Non, Antoine. La vengeance serait cruelle et inutile. Ceci est de l'autopréservation. C'est de l'amour-propre. C'est une femme de 70 ans qui apprend enfin à se valoriser. Madame Dubois, qui était restée pour le dîner sans invitation, a frappé la main sur la table. C'est de la vengeance mesquine à cause d'un malentendu stupide. Je l'ai regardée avec un calme qui m'a surprise. Madame Dubois, avez-vous des enfants? Oui, bien sûr. Et comment vous sentiriez-vous si, le jour des mères, vos enfants donnaient un cadeau cher à leur belle-mère et une serpillière usagée à vous? Elle est restée silencieuse, clairement mal à l'aise. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez traitée comme une employée dans votre propre maison? Si vous étiez ignorée dans les conversations familiales? Si vos sacrifices étaient considérés comme des obligations sans valeur? Eh bien? Exactement. Vous ne toléreriez pas un seul jour ce que j'ai toléré pendant 5 ans. Alors ne me traitez pas de mesquine pour avoir enfin eu le courage de dire « ça suffit ». Le dîner s'est poursuivi dans un silence tendu. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas levée pour servir les secondes portions ou pour nettoyer les assiettes pendant le repas.
J'ai mangé calmement, savourant non seulement la nourriture, mais la liberté de ne pas être la domestique de la famille. Après le dîner, je suis montée dans ma chambre et j'ai appelé Pierre, mon petit-fils aîné, qui m'avait téléphoné plus tôt. « Grand-mère, c'est vrai que tu vas vendre notre maison ? » ?»« Oui, mon petit. Mais ce n'est pas votre maison. C'est ma maison. »« Mais où allons-nous habiter ? » ?»« Tes parents trouveront un nouvel endroit pour vous. »« Et toi ? Où vas-tu habiter ? » ?»« Je vais à Nice, près de la mer. » J'ai toujours rêvé de me réveiller en entendant le bruit des vagues. Mais et nous ? On ne va plus se voir ? Mon cœur s'est serré. C'était la partie la plus difficile de toute la situation. Bien sûr que si, mon petit. Vous pouvez me rendre visite pendant les vacances. Nice est une ville magnifique, vous allez adorer la plage. Mais ce ne sera pas pareil. Non, Pierre. Ce ne sera pas pareil. Ce sera différent. Et parfois, différent peut être mieux. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de libération. C'était douloureux de laisser mes petits-fils, mais je savais que si je restais, je continuerais à être traité comme un meuble de la maison, et ils grandiraient en pensant que c'était le traitement approprié pour une grand-mère. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des semaines. J'ai rêvé d'Henri, et il souriait, fier de la décision que j'avais prise. Dans le rêve, il m'a dit, « Enfin, ma chérie. Tu te souviens enfin de qui tu es. » 2 semaines après l'annonce de la vente, la dynamique de la maison avait complètement changé. C'était comme si un tremblement de terre silencieux avait ébranlé les fondations de la vie familiale qu'ils connaissaient. Isabelle et Antoine couraient désespérément après des appartements, mais la réalité du marché immobilier lyonnais les a frappés comme un seau d'eau froide. Chaque propriété qu'ils visitaient révélait une vérité amère. Vivre à Lyon avec 2 enfants, sans la sécurité financière de la maison que je leur procurais, était un luxe que leur salaire arrivait à peine à soutenir. Les appartements décents coûtaient au moins 1 200 € par mois, sans compter les frais supplémentaires. Avec le salaire d'Antoine comme technicien informatique et celui d'Isabelle comme secrétaire à mi-temps, ils arrivaient à peine à se qualifier pour un financement. Moi, en revanche, je m'épanouissais comme une plante qui avait enfin trouvé le soleil. J'avais visité l'appartement à Nice 3 fois et j'étais tombée plus amoureuse à chaque visite. L'appartement se trouvait dans le quartier de Cimiez, dans un immeuble Belle Époque avec vue panoramique sur la baie des Anges. De la terrasse, je pouvais voir les bateaux naviguer sur la mer bleue turquoise, et pour la première fois depuis des années, j'arrivais à imaginer un avenir qui m'apportait de la joie au lieu de la résignation. La vue sur la Méditerranée depuis le balcon m'a rempli d'une paix que je ne ressentais pas depuis avant la mort d'Henri. J'ai signé le contrat d'achat le même après-midi, ressentant une euphorie que je n'avais pas éprouvée depuis des décennies. Le vendeur, Monsieur Bertrand, un homme sympathique dans la cinquantaine, a commenté ma détermination. Il est rare de voir quelqu'un d'aussi décidé, Madame Moreau. La plupart des gens prennent des semaines pour prendre une telle décision. Monsieur Bertrand, ai-je répondu avec un sourire, quand vous avez 70 ans et que vous apprenez enfin la valeur de votre propre bonheur, les décisions deviennent beaucoup plus faciles. Ma maison à Lyon avait déjà 5 propositions sérieuses. L'une d'elles venait d'une jeune famille brésilienne qui avait déménagé en France. Le père était médecin cardiologue à l'hôpital Édouard Herriot, et il me rappelait Henri et moi quand nous étions jeunes et pleins de rêves. L'épouse, Carolina, avait les yeux brillants quand elle parlait de transformer mon jardin en un endroit où ses petits-enfants pourraient jouer. Madame Moreau, dit-elle en français avec un accent charmant, cette maison a tant d'amour dans les murs. Je peux sentir que ça a été un foyer très heureux. Ces paroles m'ont profondément touché. Il a été heureux pendant longtemps, ai-je répondu. Et j'espère qu'il continuera à l'être pour votre famille. Leur offre était juste, 455 000 €, et quelque chose dans leurs yeux m'a dit qu'ils prendraient soin de la maison avec le même amour qu'Henri et moi avions eu. Mais c'est un matin pluvieux de mardi que ma vie a pris un tournant que je n'aurais jamais pu prévoir. Pendant que je rangeais des cartons dans le grenier, cherchant des objets personnels à emporter à Nice, j'ai trouvé quelque chose qui a complètement changé ma perspective sur l'avenir.
Caché derrière un vieux coffre qui avait appartenu à la mère d'Henri, j'ai trouvé une boîte à chaussures poussiéreuse que je n'avais jamais vue auparavant. Mon cœur s'est emballé quand je l'ai ouverte et que j'ai trouvé une pile de lettres jaunies par le temps, toutes écrites de la calligraphie familière de mon mari. Les mains tremblantes, je me suis assise sur le sol poussiéreux du grenier et j'ai ouvert la première lettre. La date montrait qu'elle avait été écrite seulement 2 mois après notre lune de miel, il y a 45 ans. Ma chère Solange, aujourd'hui je t'ai observé préparant le petit déjeuner, fredonnant cette chanson que tu aimes, et j'ai pensé, comme j'ai eu de la chance de trouver une femme qui transforme les moments simples en poésie. J'écris ces lettres pour que, même quand je ne serai plus là, tu puisses te rappeler combien tu es précieuse. Les larmes ont coulé sur mon visage pendant que je continuais à lire. Henri avait écrit une lettre pour moi presque tous les mois pendant nos 40 ans de mariage, mais ne m'en avait jamais donné aucune. C'étaient des déclarations d'amour, des observations sur ma force, des réflexions sur notre vie ensemble. Une lettre de 1995, quand Isabelle était adolescente, m'a fait rire à travers les larmes. Solange, aujourd'hui tu as géré le drame adolescent d'Isabelle avec une patience que je ne possède pas. Elle a crié qu'elle te détestait parce que tu ne l'as pas laissée aller à cette fête, mais j'ai vu comme tu as pleuré dans la salle de bain après. Tu es une meilleure mère qu'elle ne le mérite, et j'espère qu'un jour elle le comprendra. Une autre, de 2003, quand nous avons traversé des difficultés financières. Mon amour, tu as transformé les haricots et le riz en banquet avec ta créativité. Tu as fait briller notre maison même quand nous n'avions pas d'argent pour de nouveaux meubles. Tu es une alchimiste du bonheur, transformant le peu en beaucoup. Mais ce sont les dernières lettres, écrites pendant sa maladie, qui m'ont fait sangloter incontrôlablement. Solange, je sais que mes jours sont comptés, et ma plus grande préoccupation n'est pas pour moi, mais pour toi. Je connais trop bien notre fille et notre gendre. Ils sont de bonnes personnes au fond, mais gâtés par la vie facile que tu leur as toujours procurée. Je crains qu'après mon départ, ils essaient de te transformer en employé au lieu de matriarche. La lettre suivante, datée d'1 mois seulement avant sa mort, m'a coupé comme une lame. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis partie depuis quelque temps et que tu as probablement déjà découvert que j'avais raison à propos d'Isabelle. Elle n'a pas appris à valoriser ce qu'elle a parce qu'elle a toujours tout eu facilement. Mais toi, ma chérie, tu as tout construit de tes propres mains. Tu es la fondation de cette famille. N'oublie jamais cela. L'avant-dernière lettre contenait un avertissement qui m'a glacé le sang. Solange, si un jour tu te sens manquer de respect ou dévalorisé par notre famille, n'hésite pas à faire des choix difficiles. Je ne t'ai pas éduqué pour être le paillasson de qui que ce soit, même pas de notre propre fille. Ton bonheur vaut plus que leur commodité. Mais c'est la dernière lettre qui a tout changé. Dans l'enveloppe il y avait une petite clé dorée, accompagnée d'instructions détaillées. Ma chérie, cette clé ouvre un coffre au Crédit Lyonnais de la rue de la République. Le numéro est 247. À l'intérieur tu trouveras une surprise que j'ai gardée pendant des années, attendant le bon moment. Utilise-la avec sagesse, et sache que même si je ne suis plus là, je prends encore soin de toi. Code d'accès, notre date d'anniversaire de mariage suivie du jour où nous nous sommes rencontrés. Mon cœur s'est emballé. Henri avait toujours été discret sur nos finances, s'occupant de tout avec une efficacité silencieuse. Quelle surprise avait-il pu me laisser? Et pourquoi avait-il choisi de la cacher dans un coffre au lieu de l'inclure dans le testament? Cet après-midi-là même, je me suis rendue à la banque avec les mains tremblantes et le cœur qui battait la chamade. La rue de la République était animée comme toujours, mais je remarquais à peine le mouvement autour de moi. Mon esprit était complètement concentré sur ce mystère qu'Henri m'avait laissé. L'employé de banque, Monsieur Dubois, sans lien de parenté avec l'odieuse belle-mère d'Isabelle, m'a mené à la salle des coffres après avoir vérifié ma documentation. Avec la clé dorée, j'ai tapé le code qu'Henri avait indiqué et j'ai ouvert le compartiment 247. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur m'a laissé en état de choc. Il y avait des documents soigneusement organisés, quelques bijoux que je ne reconnaissais pas, y compris un collier de diamants qui devait valoir une fortune, et 3 enveloppes scellées.
Mais ce qui m'a le plus choqué était un relevé bancaire d'un compte que j'ignorais complètement. Le solde montrait 280 000 euros. Mes jambes sont devenues faibles. Je me suis assise sur la chaise que l'employé m'a offerte, essayant de traiter cette information. Henri avait secrètement gardé une fortune pendant nos années de mariage? Les mains tremblantes, j'ai ouvert la première enveloppe. À l'intérieur il y avait une lettre explicative et plus de documents. Ma chérie, pendant toutes ces années à travailler à l'usine de produits chimiques, j'avais 2 salaires. L'officiel, que tu connaissais, et un extra que je recevais pour superviser l'équipe de nuit. Pendant 25 ans, depuis 1980 jusqu'à ma retraite, j'ai secrètement gardé chaque centime de ce salaire supplémentaire. J'ai continué à lire, incrédule. Chaque franc, chaque euro, pensons à notre avenir et à ta sécurité. Tu as toujours été si préoccupée par les factures de la maison, si anxieuse que nous ayons assez, que je n'ai jamais voulu que tu te stresses avec les investissements ou la planification financière. Je t'ai laissé t'occuper du quotidien pendant que je m'occupais du long terme. L'explication continuait. J'ai investi cet argent avec prudence, suivant les conseils d'un ami spécialisé en finance. J'ai acheté des actions d'entreprises solides, des obligations d'État, quelques petites propriétés que j'ai louées. Au fil des années, l'argent a grandi. Je voulais te le dire, mais tu disais toujours que tu ne comprenais pas les investissements et que tu me faisais confiance pour ces décisions. J'ai ouvert la deuxième enveloppe et j'ai trouvé des documents détaillant tous les investissements. Il y avait des actions de L'Oréal, de Total, de Danone, des obligations du Trésor français, et 3 petits appartements à Cannes qui étaient loués. La valeur totale du portefeuille était impressionnante. La 3e enveloppe contenait la lettre finale. Solange, cet argent est à toi. Utilise-le pour être heureuse, pour voyager, pour vivre la vie que tu mérites. Achète de beaux vêtements, dîne dans des restaurants chers, va aux endroits dont nous avons toujours rêvé de visiter ensemble. Et si notre fille essaie de te manipuler ou de te faire sentir coupable de choisir ton propre bonheur, souviens-toi, tu ne dois rien à personne. Tu as déjà donné assez d'amour et de dévouement pour plusieurs vies. Je suis sortie de la banque en état de choc complet. Avec l'argent de la vente de la maison plus cet héritage secret, j'aurais plus de 735 000 euros, sans compter les loyers mensuels des appartements à Cannes. C'était assez d'argent pour vivre comme une reine pendant les prochaines années, pour réaliser tous les rêves que j'avais reportés, pour enfin expérimenter la vie que j'avais toujours admirée chez d'autres personnes. J'ai conduit de retour à la maison en pilote automatique, mon esprit tournant avec les possibilités. Je pourrais voyager à travers l'Europe, connaître la Toscane italienne qui m'avait toujours fasciné, visiter les châteaux d'Écosse, faire une croisière en Méditerranée. Je pourrais acheter des vêtements dans des boutiques chères, fréquenter les théâtres et opéras, dîner dans des restaurants étoilés Michelin. Pour la première fois de ma vie, je serais vraiment indépendante. Quand je suis arrivée à la maison, Isabelle était dans la cuisine, préparant un goûter pour les garçons. Elle avait des cernes profonds et semblait avoir perdu du poids, la pression du déménagement imminent faisait payer son prix. En me voyant, ses yeux se sont illuminés d'un espoir désespéré. « Maman, que c'est bien que tu sois arrivée. Nous devons parler urgemment. » Je me suis assise à la table de la cuisine, traitant encore la découverte de la banque. Isabelle s'est assise en face de moi, ses mains jouant nerveusement avec un stylo. « Maman, Antoine et moi avons cherché des appartements, et la réalité est très difficile. » Sa voix était chargée d'anxiété. « Les prix sont absurdes, et avec nos salaires actuels, nous arrivons à peine à nous qualifier pour quelque chose de décent. » J'ai regardé ma fille et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une pointe de sympathie. Mais les lettres d'Henri résonnaient dans mon esprit, n'hésite pas à faire des choix difficiles. « Et que comptez-vous faire ?» ai-je demandé calmement. « Eh bien, a-t-elle commencé avec hésitation, clairement répétée, nous avons pensé à quelques options. Peut-être pouvons-nous arriver à un accord qui fonctionne pour tous. » « Quel type d'accord ? Et si nous commencions à te payer un loyer juste ? Pas très élevé, mais quelque chose qui montre notre respect.
Et je promets solennellement que notre famille sera différente. Plus respectueuse, plus collaborative. J'ai étudié le visage de ma fille. Il y avait de la sincérité là, mais aussi du désespoir. Il était difficile de distinguer entre le repentir authentique et la manipulation née de la panique. Combien pourriez-vous payer de loyer? Ses yeux se sont illuminés d'espoir. Eh bien, considérant nos budgets actuels, peut-être 500 € par mois? Et bien sûr, nous partagerions toutes les dépenses de la maison. J'ai presque souri. Un appartement similaire à ma maison coûterait au moins 1500 € par mois à Lyon, sans compter les charges. Et qui serait responsable du ménage, de la cuisine, de la lessive, des soins du jardin? Ah, bien sûr. Nous nous organiserions mieux. Nous pourrions faire un planning des tâches, chacun ferait sa part. Peut-être même engager une femme de ménage une fois par semaine pour t'aider. Pour m'aider? Ou pour faire votre travail? Elle a rougi. Non, non, pour nous tous. Pour que tu n'aies pas à te surcharger. Et Madame Dubois? Elle continuerait à être traitée comme la royauté pendant que je suis traitée comme quoi exactement? Isabelle a baissé les yeux, clairement mal à l'aise. Maman, je sais que j'ai commis des erreurs terribles par rapport à la mère d'Antoine. Ça va changer. Totalement. Comment? Eh bien, elle ne viendrait plus ici sans invitation. Et quand elle viendrait, tu serais traitée avec le respect que tu mérites. Comme la maîtresse de maison. J'ai observé ma fille lutter avec les mots, essayant de trouver la combinaison magique qui me ferait changer d'avis. Mais quelque chose avait changé en moi fondamentalement. Ce n'était pas seulement à propos d'argent ou de sécurité, c'était à propos de respect de soi. Isabelle, ai-je dit gentiment, tu te rends compte que tu m'offres des choses que j'aurais toujours dû avoir? Le respect dans ma propre maison, l'aide avec les tâches ménagères, la reconnaissance comme matriarche de la famille? Oui, et je sais que j'aurais dû offrir ça avant. Pas offrir. Donner naturellement. Sans avoir besoin d'une crise pour réveiller ta conscience. Elle a commencé à pleurer, mais cette fois ça semblait être des larmes authentiques au lieu de manipulation. Maman, je sais que j'ai été une fille terrible. Je sais que je t'ai profondément blessée. Mais peux-tu me donner une chance? Une chance de prouver que je peux être la fille que tu mérites? Pendant un moment, j'ai senti mon cœur s'attendrir. C'était ma fille, après tout. Le bébé que j'avais porté pendant 9 mois, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour, la jeune femme que j'avais guidée à travers les défis de la vie. Mais alors je me suis souvenu des lettres d'Henri, spécialement de la dernière, utilise avec sagesse, tu ne dois rien à personne. Isabelle, ai-je dit après un long silence, tu devras apprendre à être une meilleure personne par toi-même. Je ne peux plus être ton professeur d'éthique ou ta source de sécurité financière. Alors tu ne vas pas annuler la vente? Non. La vente continue comme prévu. Mais où allons-nous rester? Et si nous n'arrivons pas à trouver quelque chose de décent à temps? Vous êtes des adultes intelligents et capables. Vous trouverez une solution. Elle s'est effondrée en larmes renouvelées, mais cette fois je n'ai pas ressenti la culpabilité qui me dominait normalement quand elle pleurait. Je n'ai ressenti qu'une tristesse distante et un soulagement profond. Cette nuit-là, j'ai appelé Pierre, qui était devenu mon confident ces derniers jours. Les garçons étaient clairement confus et effrayés par toute la situation, mais Pierre, à 13 ans, semblait comprendre plus que Paul. « Grand-mère, c'est vrai que tu pars vraiment? » « Oui, mon petit. Mais je veux que tu comprennes que ça n'a rien à voir avec toi et Paul. Vous deux êtes la lumière de ma vie. Mais pourquoi tu dois aller si loin? Pourquoi tu ne peux pas rester à Lyon? Comment expliquer à un enfant de 13 ans la complexité des relations familiales toxiques? Pierre, parfois les grandes personnes commettent des erreurs pendant très longtemps, et quand elles s'en rendent compte enfin, il est trop tard pour réparer facilement. C'est ce qui s'est passé avec ta mère et moi. Elle t'a beaucoup fait de mal, n'est-ce pas? La question m'a surprise par sa simplicité et sa précision. Oui, mon petit. Elle m'a beaucoup fait de mal.
Et je l'ai laissé faire ça pendant longtemps parce que je l'aimais. Et maintenant tu ne l'aimes plus? Je l'aime encore. Je l'aimerai toujours. Mais j'ai appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas laisser cette personne te faire du mal. C'est confus, grand-mère. J'ai ri doucement. Oui, c'est confus. Mais quand tu grandiras, tu comprendras mieux. Je peux te rendre visite à Nice quand je veux? Chaque fois que tes parents le permettront et chaque fois que tu le voudras. Ma porte sera toujours ouverte pour toi et Paul. Et s'ils ne le permettent pas? La question m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Isabelle serait-elle capable d'utiliser les garçons comme armes émotionnelles contre moi? Espérons que ça n'arrivera pas, mon petit. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de détermination. C'était douloureux de laisser mes petits-fils, mais je savais que si je restais, je continuerais à être un terrible exemple de comment une femme devrait accepter d'être traitée. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel inattendu d'Antoine. Il parlait rarement avec moi directement, alors j'ai été surprise de voir son nom sur l'identificateur d'appel. « Solange, puis-je te parler? En privé? » « Bien sûr, Antoine. Pas ici à la maison. Pouvons-nous nous rencontrer au café de la place Bellecour? C'est important. » J'ai accepté, intriguée. 1 heure plus tard, j'ai trouvé mon gendre assis à une table discrète au fond du café des Fédérations. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques semaines. « Solange, a-t-il commencé sans préambule, je veux te demander pardon. Pas seulement pour la serpillière, mais pour tout. Pour 5 ans de manque de respect. » J'ai été genuinement surprise. Antoine n'avait jamais montré ce niveau d'introspection. « Continue, ai-je dit simplement. J'ai grandi dans une famille où ma mère est très dominatrice. Mon père a toujours été soumis à elle, et j'ai appris que les femmes de la famille sont à satisfaire et à obéir. Quand je me suis mariée avec Isabelle, j'ai transféré cette dynamique sur toi. J'étais intéressée maintenant. Comment ça? J'ai commencé à te voir non pas comme ma belle-mère, mais comme une extension de ma mère. Quelqu'un qui devrait être respecté seulement quand ça convenait, mais qui pouvait aussi être ignoré quand ça n'intéressait pas. » Il a fait une pause, luttant clairement avec les mots. « Et pire encore, j'ai commencé à influencer Isabelle dans cette direction. Tu admets que tu as influencé ma fille contre moi? » Il a hoché la tête, honteux. « Pas intentionnellement, mais oui. J'étais jaloux de la relation proche que vous aviez. Quand nous avons emménagé dans ta maison, je me sentais comme un intrus. Alors, graduellement, j'ai commencé à saboter cette proximité. J'ai été choquée par son honnêteté brutale. C'était ton idée de donner la serpillière? Non, c'était celle de ma mère. Mais j'aurais pu l'empêcher. J'aurais dû l'empêcher. Au lieu de ça, j'ai trouvé amusant de te voir être diminué. J'ai senti la colère monter dans ma gorge, mais aussi une étrange gratitude pour son honnêteté. Pourquoi tu me racontes ça maintenant, Antoine? Parce que ces 2 dernières semaines, en cherchant des appartements, j'ai réalisé combien nous dépendions de toi. Pas seulement de la maison, mais de ton travail, de ton organisation, de ton amour inconditionnel. Il a fait une pause. Et parce que ma propre mère m'a dit quelque chose qui m'a ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quand je lui ai raconté que tu vendais la maison, elle a ri et a dit, « Bien fait. Vous avez traité cette femme comme une employée pendant des années. » C'était une question de temps avant qu'elle se rebelle. Il m'a regardé dans les yeux. Même ma propre mère, qui ne te connaît pas vraiment, a compris que tu étais maltraitée. Nous sommes restés silencieuses pendant quelques minutes, chacune perdue dans ses propres pensées. « Qu'est-ce que tu veux de moi, Antoine? » Le pardon. Et une chance de prouver que je peux être un meilleur gendre. Et Isabelle? Elle sait que tu es ici? Non. Cette conversation n'est qu'à moi. Isabelle essaie de trouver des moyens de te convaincre de changer d'avis. Moi j'essaie de comprendre comment j'en suis arrivée à être le type d'homme qui permet que sa belle-mère soit humiliée dans sa propre maison.
Son autodépréciation était si authentique qu'elle m'a ému. Antoine, j'accepte tes excuses. Mais ça ne change pas ma décision. Je le sais. Et, honnêtement, je pense que tu as raison. Peut-être que la seule façon d'apprendre à te valoriser est de te perdre. Je suis sorti de ce café avec une perspective légèrement différente sur mon gendre, mais ma résolution restait inébranlable. Certaines erreurs sont trop grandes pour être pardonnées seulement avec des mots. Certaines relations ont besoin d'être reconstruites de zéro, avec la distance et le temps. Cette nuit-là, j'ai finalisé les derniers détails de la vente de la maison. La famille brésilienne avait signé tous les papiers, et le transfert serait terminé dans 10 jours. Dans 2 semaines, je serais en train de conduire vers ma nouvelle vie à Nice, laissant derrière moi 5 ans de douleur et des décennies de souvenirs mitigés. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ma famille avait encore une dernière carte à jouer. Le jour du déménagement est arrivé comme un matin d'automne à Lyon froid, gris et chargé d'émotions. Les meubles étaient emballés, les cartons étiquetés, et le camion de déménagement attendait à la porte. Dans 4 heures, je serais en train de conduire vers Nice, vers ma nouvelle vie. Isabelle, Antoine et les garçons sont restés dans le salon, observant les hommes charger mes affaires. Le silence était lourd, chargé de mots non dits et de regrets tardifs. Solange, dit Antoine, s'approchant de moi. Je veux m'excuser. Pour la serpillière, pour la façon dont je t'ai traité. C'était impardonnable. J'ai regardé mon gendre, un homme de 38 ans qui semblait enfin mûrir. Merci, Antoine. J'accepte tes excuses. Peux-tu nous pardonner? Je peux pardonner, ai-je répondu calmement. Mais pardonner ne signifie pas oublier, et ne signifie pas revenir sur ma décision. Isabelle s'est approchée, tenant une petite boîte emballée. Maman, j'ai acheté ça pour toi. Pour la fête des mères. Le vrai cadeau. J'ai ouvert la boîte et j'ai trouvé un collier délicat avec un pendentif en forme de cœur, où était gravé « Pour la meilleure maman du monde ». J'ai senti les larmes piquer mes yeux, mais pas de joie de tristesse profonde. Il est beau, Isabelle. Mais tu te rends compte de la cruauté de ce que tu as fait? Tu avais ce cadeau, tu savais que c'était la fête des mères, et malgré tout tu as choisi de m'humilier devant une étrangère. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, a-t-elle sangloté. J'étais nerveuse avec la mère d'Antoine là, je voulais l'impressionner. Et tu m'as sacrifié pour ça. Oui. Et je me déteste pour ça. J'ai pris le collier et je l'ai mis autour de mon cou. Je vais le porter, mais pas comme symbole de ton amour pour moi. Je vais le porter comme rappel de ne jamais plus permettre à quelqu'un de me traiter avec irrespect. Pierre et Paul se sont approchés, et mon cœur s'est serré. Ils étaient si jeunes, si innocents dans toute cette situation. Grand-mère, dit Pierre, peux-tu nous enseigner quelque chose avant de partir? Bien sûr, mon petit. Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Comment être une bonne personne, dit Paul. Pour que quand nous grandirons, nous ne traitions jamais nos mères comme papa et maman t'ont traité. Ces paroles m'ont frappé comme un éclair. Je me suis agenouillée devant mes petits-fils, tenant leurs petites mains. Mes enfants, écoutez bien ce que grand-mère va vous dire, parce que c'est la leçon la plus importante que je puisse vous donner. J'ai respiré profondément. Respecter les parents ne signifie pas seulement obéir quand on est enfant. Cela signifie les honorer toujours, spécialement quand ils vieillissent et ont plus besoin de notre amour. Pierre a hoché la tête gravement. Comment on fait ça, grand-mère? Vous le faites en vous rappelant que vos parents ont sacrifié des années de leur vie à prendre soin de vous quand vous étiez des bébés sans défense. Ils ont changé vos couches, sont restés éveillés des nuits entières quand vous étiez malade, ont travaillé dur pour vous donner de la nourriture, des vêtements et une éducation. Quand ils vieilliront, ce sera votre tour de leur rendre cet amour. Et si nos parents commettent des erreurs, demanda Paul. Tout le monde commet des erreurs, mon petit. Mais il y a une différence entre les erreurs et la cruauté. Votre mère a commis des erreurs avec moi, mais ce qui m'a fait mal c'était la cruauté délibérée. J'ai regardé Isabelle,
qui pleurait silencieusement. Malgré tout, elle continue à être ma fille, et je continuerai à l'aimer. Mais l'amour ne signifie pas accepter d'être maltraité. Alors tu ne nous aimes plus, demanda Pierre, les yeux pleins de larmes. Oh, mon petit, je les ai serrés fort. Je vous aime plus que tout au monde. C'est exactement pour ça que je pars. Je ne comprends pas. Vous apprenez par l'exemple des adultes qui vous entourent. Si je restais ici en acceptant d'être irrespecté, vous grandiriez en pensant que c'est normal. Que les mères doivent être traitées comme des employés. Que l'amour a une date d'expiration. J'ai séché leurs larmes avec délicatesse. En partant, je vous enseigne que toutes les personnes, spécialement les mères, méritent respect et dignité. Paul m'a serré fort. Grand-mère, je promets que quand je serai adulte, je traiterai ma mère avec beaucoup de tendresse. Moi aussi, dit Pierre. Et je vais te rendre visite à Nice tous les étés. Je vous attendrai, j'ai souri à travers les larmes. Isabelle s'est approchée à nouveau, cette fois avec une expression différente sur le visage. Ce n'était plus du désespoir ou de la peur, c'était quelque chose que je ne voyais pas depuis des années, une humilité authentique. Maman, dit-elle, s'agenouillant à mes côtés. J'ai compris. J'ai enfin compris. Qu'est-ce que tu as compris, ma fille? Que je suis devenue exactement le type de personne que tu m'as enseigné à ne pas être quand j'étais enfant. Tu m'as toujours dit d'être gentille, respectueuse, reconnaissante. Et j'ai oublié tout ça. Elle a pris mes mains. Tu me donnes une dernière leçon, n'est-ce pas? Sur les conséquences. Sur comment nos actions affectent les personnes que nous aimons. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu ma fille vraiment mûrie. Oui, Isabelle. C'est ma dernière leçon pour toi. Et si je change? Si je change vraiment, pas seulement par intérêt, mais parce que j'ai compris que j'avais tort, peux-tu me pardonner vraiment? J'ai regardé dans les yeux de ma fille des yeux qui étaient pareils aux miens quand j'avais son âge. J'ai vu un repentir réel, pas seulement la peur des conséquences. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on gagne, ma chérie. C'est quelque chose qu'on donne. Et je t'ai déjà pardonné. Mais le respect, ça tu devras le reconquérir. Comment? En étant la mère que tu aimerais que tes enfants aient. En étant la fille que tu aimerais avoir quand tu seras vieille. En apprenant à valoriser les personnes avant de les perdre. Antoine s'est approché, portant une des dernières boîtes. Solange, puis-je te poser une question? Bien sûr. Es-tu heureuse? Avec cette décision? J'ai pensé pendant un moment, regardant autour de la maison qui avait été mon foyer pendant des décennies, puis vers ma famille imparfaite mais aimée. Je suis en paix, Antoine. Et pour une femme de 70 ans, la paix est une forme de bonheur. Le camion était chargé. Il était temps de partir. J'ai marché jusqu'à la voiture, une petite Citroën bleue qu'Henri et moi avions achetée des années auparavant pour nos voyages dans l'intérieur de la France. Isabelle a couru derrière moi. Maman, attends. Elle haletait. J'ai une confession à faire. Je me suis arrêtée et retournée. Ce jour-là, la fête des mères, je ne voulais pas te donner la serpillière. C'était l'idée de la mère d'Antoine. Elle a dit que ce serait drôle, que tu rirais aussi. Je savais que c'était mal, mais je voulais lui faire plaisir. J'ai senti une pointe de douleur dans la poitrine. Tu as choisi de faire plaisir à une étrangère au lieu de protéger ta mère. Oui. Et c'était la pire décision de ma vie. Pourquoi tu me racontes ça maintenant? Parce que je veux que tu saches que je sais exactement où j'ai failli. Ce n'était pas une impulsion ou un malentendu. C'était un choix conscient et lâche. Et je vais porter cette honte pour toujours. J'ai regardé ma fille et j'ai vu, enfin, une femme adulte assumant la responsabilité de ses actions. Merci de m'avoir dit la vérité, Isabelle. Ça compte beaucoup pour moi. Ça compte assez pour que tu considères rester? Non. Mais ça signifie que peut-être, un jour, nous pourrons reconstruire notre relation. Pas comme mère et fille qui habitent dans la même maison,
mais comme deux femmes qui se respectent mutuellement. Je suis montée dans la voiture et j'ai allumé le moteur. Par la fenêtre ouverte, j'ai crié une dernière fois. Pierre. Paul. Souvenez-vous de ce que grand-mère vous a enseigné aujourd'hui. Oui, grand-mère, ont-ils crié en retour, faisant signe. Pendant que je conduisais dans les rues familières de Lyon pour la dernière fois, j'ai pensé à Henri et à comme il serait fier de moi. J'ai pensé aux lettres qu'il avait laissées, à la force qu'il savait que j'avais même quand je ne le savais pas. 3 heures plus tard, j'étais sur l'autoroute qui menait à Nice, avec le soleil de l'après-midi réchauffant mon visage à travers le pare-brise. Le téléphone a sonné, c'était Isabelle. « Maman, tu es bien arrivée ? » « Je suis sur la route, ma chérie. Encore 2 heures et je serai chez moi. »« Chez toi ?» a-t-elle répété tristement. « Isabelle, écoute-moi bien. Ce n'est pas la fin de notre histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où tu apprends à me valoriser, et j'apprends à me valoriser aussi. Tu vas m'appeler quand tu arriveras ? Oui. Et tu peux me rendre visite à Noël ? J'ai souri. On verra comment vous vous comportez d'ici là. J'ai raccroché le téléphone et j'ai continué à conduire vers mon avenir. Sur le siège passager, il y avait la boîte avec les lettres d'Henri et une photo de nous le jour de notre mariage. Nous étions jeunes, amoureux et pleins de rêves. Mon amour, j'ai murmuré à la photo, merci de m'avoir enseigné qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Quand je suis arrivée à Nice, le soleil se couchait sur la Méditerranée, peignant le ciel en rose et doré. Mon appartement avec vue sur la mer m'attendait, avec la possibilité d'une vie nouvelle, une vie où je serais traitée avec le respect que j'ai toujours mérité. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Isabelle. « Maman, j'ai une nouvelle pour toi. »« Qu'est-ce que c'est, ma chérie ? » Antoine et moi avons divorcé. Et j'ai renvoyé Madame Dubois de la maison pour toujours. Je suis restée silencieuse, traitant l'information. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que tant que je permettrai aux personnes toxiques d'influencer ma vie, je ne serai jamais la fille que tu mérites avoir. Les larmes ont coulé sur mon visage pendant que je regardais la mer par ma fenêtre. Et les garçons ? Ils vont bien. En fait, ils vont mieux. Pierre a dit quelque chose qui m'a fait me réveiller. Maman, quand grand-mère était ici, notre maison était un foyer. Maintenant c'est juste un endroit où nous dormons. Et maintenant ? Maintenant j'apprends à être vraiment mère. Et plus important, j'apprends à être vraiment fille. Maman, peux-tu m'enseigner ? J'ai regardé l'horizon doré de la Méditerranée et j'ai souri. Je peux essayer, ma chérie. Je peux essayer. Et c'est ainsi que j'ai appris, à 70 ans, que parfois nous devons nous éloigner des personnes que nous aimons pour leur enseigner à nous aimer en retour. Que le respect ne peut pas être exigé, mais peut être enseigné à travers les conséquences. Et que jamais, jamais, il n'est trop tard pour une mère d'enseigner à ses enfants la valeur d'une mère. La vie m'a enseigné qu'être mère ne signifie pas être un paillasson. Cela signifie être assez forte pour dire non quand nécessaire, assez sage pour partir quand on est irrespecté, et assez aimante pour laisser la porte ouverte pour le pardon mais jamais plus pour l'humiliation. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne regrette pas d'avoir vendu cette maison et commencé une nouvelle vie. Je regrette seulement de ne pas l'avoir fait avant. Parce que toute mère, indépendamment de l'âge, mérite d'être traitée comme une reine dans son propre foyer et si ce n'est pas le cas, elle a tout le droit de trouver un nouveau royaume où elle peut porter sa couronne avec dignité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette histoire a touché quelque chose de profond dans votre cœur. Je le sais, parce que peut-être vous aussi avez déjà ressenti d'être invisible dans votre propre maison, peut-être avez-vous déjà avalé des humiliations en silence, ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui vit cette réalité. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est l'histoire de milliers de mères et grands-mères qui ont oublié leurs propres valeurs en prenant soin de tous ceux qui les entouraient. Racontez-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Quel a été le moment qui vous a fait réaliser que vous méritiez plus de respect ?
Ou peut-être êtes-vous fils ou fille et avez-vous reconnu vos propres erreurs dans cette histoire? N'ayez pas honte de partager. Votre expérience pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour trouver le courage. Et si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres relations familiales, abonnez-vous à la chaîne. Ici vous trouverez plus d'histoires vraies comme la mienne, des histoires qui montrent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se valoriser, pour choisir son propre bonheur. Parce que nous, femmes matures, avons beaucoup plus de force que nous l'imaginons. Et il est temps de nous en souvenir. Abonnez-vous et activez la cloche. Votre nouvelle vie peut commencer avec la prochaine histoire.